Chers amis, à nouveau bienvenue. Merci d'être nombreux pour ouvrir avec nous une nouvelle quotidienne. Bravo encore à Clémence. C'est toujours un des moments importants tout au long des journées du Petit Palais du Sport d'accueillir les invités athlètes. On a d'autres personnalités qui vont nous parler en ce joli mois d'août et ce jeudi 8 août. Vous allez voir qu'on va parler d'histoire, de sport, de citoyenneté dans quelques instants. Ce sont trois mots qui vont bien avec l'olympisme et ça tombe bien, c'est aussi trois mots qui guident un grand succès depuis quelques mois avec un programme exposition dont on va parler avec nos invités aujourd'hui. Vous savez qu'il se passe toujours beaucoup de choses tout au long de la journée. Regardez par exemple hier, vous étiez peut-être présent ou absent. En tout cas, il y avait plusieurs centaines de personnes au moment du fameux match de handball des garçons, même si ça ne s'est pas bien terminé. Mais c'était un moment fort. Il y en a eu beaucoup d'autres dans le mercredi 7 août hier. On va revenir ensemble en vidéo pendant quelques instants. Et puis on parle sport, citoyenneté et olympisme dans quelques secondes. Grâce à Banque Populaire, depuis pratiquement 30 ans, on a un partenariat et ça c'est très important pour une fédération parce que ça donne une stabilité et des perspectives. Aujourd'hui, on est le sponsor de la voile en France dans toutes les disciplines. Et puis, chaque banque individuellement dans le groupe soutient les athlètes de l'équipe de France qui sont ici à Marseille pour défendre les couleurs de la France. Vous le voyez, comme grosse ambiance, il y a toujours le Club France et aussi le Petit Palais du Sport. Et ça va être ainsi jusqu'à dimanche prochain. Et ça sera la même chose à partir de la fin du mois d'août pour les Paralympiques, bien évidemment. Je vous propose d'accueillir nos deux personnalités qui vont nous rejoindre. Je l'aperçois là. Sandrine Lemaire, qui est historienne, co-commissaire de l'exposition dont on va parler. Venez avec Patrick Humoer, chargé de mission auprès du président de la CASDEN. Bonjour à tous les deux. Installez-vous, vous allez voir. Prenez la place des micros, on va s'installer tranquillement. D'abord, je voudrais vous donner quelques chiffres à propos de cette fameuse exposition. Nous allons parler promotion sport à l'école, bien sûr, et valeurs de l'olympisme, avec histoire, sport et citoyenneté. C'est un programme de la CASDEN, Banque Populaire. Patrick va nous en parler. D'ailleurs, des chiffres, Patrick et Sandrine, que vous connaissez, mais je vais vous les livrer. 6500 fois vu ce programme, 8 millions de personnes et 1 500 000 personnes qui ont visité en ligne. Vous verrez que c'est un programme qui marche très fort depuis plusieurs mois, depuis près de 4 ans. C'est aussi la première exposition à avoir obtenu le label Olympiade culturelle. Patrick Humoer, pourquoi vous avez lancer ce programme et on parlera de Sandrine qui a déjà quelques documents en main. Pourquoi? Quelle est la genèse de cette histoire? C'est une excellente question. Ça veut dire que bon, la CASDEN était la banque historique de l'éducation nationale et elle est devenue en 2015 la banque de toute la fonction publique. Il nous a paru totalement évident de créer un outil pédagogique et citoyen pour pouvoir évoquer ces Jeux Olympiques. Le constat pour nous, il a été relativement simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vibrer notamment les Français, mais le monde? Ce sont les événements sportifs, notamment les Jeux Olympiques. Donc comment pouvoir évoquer, parler de l'histoire des Jeux Olympiques sous une forme pédagogique et citoyenne? C'est pour ça qu'on a travaillé avec le groupe de recherche HAC, dont nous avons ici une des co-commissaires de l'exposition présente,
Elle est petite par sa taille, mais c'est une immense historienne, c'est une immense pédagogue, j'allais dire une pédagogue stratosphérique. Donc pour nous, c'était l'histoire de pouvoir aussi, à partir de ces destins individuels, de ces champions qui au cours des 30 Olympiades ont marqué par leur destin, par leur valeurs, leurs symboles, qui ont surtout aussi marqué, je dirais, en tant qu'exemple, la vie des générations qui ont suivi. Comment, à partir de ces récits individuels, raconter la grande histoire autrement, et puis surtout à la plus grande partie de la population, et notamment à nos scolaires. Sandrine Lemaire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pour nos amis le concept de l'exposition avec cette valeur pédagogique? Le concept, donc merci de m'accueillir d'ailleurs. Le concept, il est simple, c'est de prendre les 30 éditions des Jeux Olympiques qui ont eu lieu, parce qu'on est à la 33e Olympiade, et il y a eu 3 Olympiades d'annulées. Et donc de faire 30 panneaux, de faire rentrer les scolaires, comme l'a dit Patrick, mais aussi le grand public, en les prenant par la main via une personnalité symbolique de chaque Olympiade. Alors évidemment, c'est un choix arbitraire qui nous a été dicté par les valeurs qu'on a voulu prendre. Et l'idée, c'est d'amener donc les plus jeunes et les moins jeunes vers la connaissance historique en particulier, via le sport. Et ça, c'est génial, parce que vous apprenez des tas de choses. Vous apprenez effectivement des événements sportifs, mais vous comprenez par exemple la guerre froide à travers les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le meilleur outil qu'on ait pu avoir, et grâce au groupe BPCE, on a bien pu effectivement fonctionner et le faire tourner, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que les grands moments historiques, on les retrouve au fil du temps dans certaines Olympiades, bien évidemment, jusqu'à nos jours. Un mot, on a donné de très bons chiffres, tous les deux. Sandrine, vous nous confirmez, comment vous expliquez ce super succès, puisqu'il y avait des visites en ligne par millions, il y a des chiffres assez étonnants. Pourquoi ça marche d'après vous? Mais ça marche parce que l'idée était celle-ci. Moi, je suis prof d'histoire et on sait que c'est compliqué quand on est prof d'histoire d'attirer les jeunes vers la dimension historique, parce que, y compris Ménias, par exemple, sont oui, c'est des histoires du passé. C'est pas simple. L'idée d'aborder cela par le sport, ça amène effectivement des élèves à comprendre un certain nombre de phénomènes et auxquels ils ne s'attendaient pas. Comment, via le sport, on peut comprendre les histoires de discrimination évidemment raciale, mais aussi de genre. Comment on peut comprendre la guerre froide, comment on peut comprendre le nationalisme. Et on les amène à comprendre des choses, pas seulement les plus jeunes, les plus âgés également, à comprendre des choses via cela. Et ça, c'est un outil formidable. C'est ça qui fait le succès. Et par ailleurs, on a une équipe de médiateurs de cette exposition qui permet avec l'outil d'avoir cela, et ce dossier pédagogique qui est téléchargeable gratuitement sur le site. Les collègues adorent parce que c'est du produit fini. Et ce qui est intéressant, c'est que ce produit que moi j'ai considéré comme fini, puisque je suis responsable du dossier pédagogique, il est réutilisé par les collègues comme outil de médiation. C'est-à-dire que moi j'ai vu des établissements scolaires, des lycéens qui se faisaient médiateurs de collégiens sur l'exposition. C'est eux qui faisaient les profs sur l'exposition. C'est ça qui fait le succès. C'est simple, c'est facile à comprendre et ça vous amène à réfléchir. Patrick Humoer, les scolaires, bien sûr, la pédagogie, mais pas simplement. Vous avez dépassé les établissements scolaires, vous êtes même allé dans des établissements peut-être plus inattendus. Exactement. Alors c'est aussi le fait qu'on a, par expertise, développé des partenariats avec 8 ministères. Et puis il y a un ministère comme ça qui est arrivé un peu par hasard, mais c'est aussi cette histoire de belles rencontres que j'ai pu faire avec Sandrine, avec les autres commissaires, de rencontrer des responsables du ministère de la Justice. Et pour tout vous dire, on était fortement intéressés dès le départ de l'exposition à pouvoir être présents, non seulement dans les prisons, mais également en prévention au niveau de la structure PJJ qui existe au niveau du ministère de la Justice. Et ils m'ont invité à présenter cette exposition dans leurs magnifiques locaux du Millennium dans le 19e arrondissement. Et c'est là où j'ai pris contact avec la direction de l'administration pénitentiaire. Et on a la chance aussi d'avoir, au sein de notre comité scientifique et d'orientation,
un maître de conférence qui intervient très fréquemment dans les prisons, donc il y a toutes les accréditations. Et on a pu conventionner avec le ministère de la Justice et donc être présent à travers, je dirais, presque tous les centres de détention, grâce aussi à la formation qu'on a apportée aux animateurs qui interviennent dans les prisons, de pouvoir développer et puis de pouvoir offrir à des gens qui, forcément, ils ne peuvent pas aller voir les épreuves qu'à la télévision, mais pouvoir offrir cette histoire magnifique, histoire, sport et citoyenneté. En fait, on est tout terrain. On est intérieur, extérieur. On est dans la prison, là où c'est l'enfermement le plus total. On est aussi sur le vieux port de Marseille. On est à Rennes en extérieur. On est sur des grilles de palais. Et c'est ça qui fait aussi le succès, c'est-à-dire qu'on est visible partout. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais on peut le préciser en quelques mots. Ça peut être le reflet, cette exposition, ce programme de l'histoire contemporaine du monde au fil des échéances et des événements qui ont rythmé ce siècle. Patrick ? Oui, tout à fait. On a peut-être des illustrations au niveau de certains panneaux qui peuvent démontrer que, tu le disais tout à l'heure, par rapport à l'approche pédagogique de la guerre froide, là on a 1900 Paris, où on a choisi la valeur patriotisme. On a Constantin Henriquez qui est étudiant en médecine. Et puis dans cette période des Jeux Olympiques qui est consacrée exclusivement aux aristocrates blancs, on voit qu'on a un homme de couleur. On a choisi la valeur patriotisme justement pour illustrer le fait qu'à l'époque, il ne fallait pas être français pour faire partie de l'équipe olympique à Paris en 1900. Pour vous, l'historienne que vous êtes, ça vous parle de fait, hein ? L'exposition a été conçue comme ça. Il faut savoir que l'exposition pédagogique dont on parle, elle fait partie d'un tout, d'un programme, avec le catalogue que vous avez ici à nos pieds, avec une grosse exposition que je vous invite tous à aller voir, qui est au Palais de la Porte Dorée, hein, qui ça s'appelle Olympisme, une histoire du monde. Et c'est l'idée de montrer que finalement les Jeux Olympiques ne peuvent pas être hermétiques au monde extérieur. Et que, à contrario, ils sont complètement infusés par ce monde extérieur, aussi bien par les questions de politique, de géopolitique, mais aussi les questions économiques et sociétales. On peut prendre pour la géopolitique, très récemment, l'idée que les athlètes russes ne peuvent pas concourir sauf sous bannière neutre. On peut prendre sous terme géopolitique l'idée que les Jeux Olympiques, si vous regardez bien la localisation des villes hautes, c'est essentiellement Europe, Amérique du Nord. Pas d'Afrique, par exemple. Si on regarde les questions sociétales, on voit bien que dans les Jeux Olympiques, on voit comment les Jeux Olympiques ont dû obligatoirement intégrer les femmes dans les sports olympiques, puis les gays, puis les questions raciales. Donc on a beaucoup et les paralympiques également. Et les questions économiques, c'est quelque chose qui traverse aussi les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on est passé de Jeux Olympiques totalement amateurs à, vous voyez l'invitée précédente qui dit « Ah bah oui, mais sans support, sans soutien financier, on ne peut plus, en tant qu'amateur, participer aux Jeux. On peut toujours, mais on ne peut plus pour espérer conquérir une médaille. » Et par ailleurs, évidemment, ce sont des Jeux qui sont des méga événements aujourd'hui, mais qui coûtent très cher et qui ont besoin de sponsors. C'est une question qu'on s'est aussi posée à travers la grande exposition. À la fin, quel est l'avenir des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on va pouvoir continuer dans ce gigantisme industriel de fabrication de ces Jeux Olympiques? On peut citer comme exemple Pékin. Je voulais revenir sur la problématique que tu abordais. On a parlé de diversité. On peut aussi, à travers l'exposition, aborder les problèmes de la ségrégation. On a vu tout à l'heure à l'écran l'image de Mexico 1968 où on voit Tommie Smith. Et puis là, on voit ce geste silencieux de Tommie Smith. Il a été repris, quasiment passé inaperçu en 2024 à Paris, par cette athlète afghane qui termine dernière de sa série, qui enlève son dossard et qui montre son dossard sur lequel elle avait écrit le droit à l'éducation pour les jeunes femmes afghanes. Finalement, c'est la lutte contre l'oppression des talibans, l'oppression dont tu évoquais tout à l'heure, de cette problématique d'éducation au niveau des filles en Afghanistan. Oui, c'est parlant. Juste pour vous dire que Tommie Smith était à votre place il y a une petite semaine au cœur du Petit Palais du Sport. Sandrine. Oui, alors effectivement, l'idée que l'on montre aussi dans le programme des expositions pédagogiques comme la grosse exposition, le catalogue, c'est que finalement ces Jeux Olympiques qui dans la charte, l'article 50.2 stipule que tout geste politique, de propagande religieuse, etc. est totalement interdit. C'est ce qui a valu à Tommie Smith, qui était là la semaine dernière, ainsi qu'à John Carlos et à Peter Norman, l'Australien, d'être bannis par leur fédération et de ne plus pouvoir jamais concourir dans des Jeux Olympiques. C'est énorme.
quand même. Et en fait, on a toujours eu des gestes politiques, évidemment plus ou moins volés ou plus ou moins consentis. Les plus ou moins volés, c'est le geste de Tommy Smith. C'est le geste de, effectivement, cet Afghan qui sort son dossard et qui retourne. Il y a des gestes consentis, c'est Cathy Freeman en 2000 qui à Sydney, avec l'accord du Comité international olympique et du Comité national olympique, autorise le tour d'honneur avec les 2 drapeaux aborigènes et australiens, ce qui lui avait été reproché lorsqu'elle l'avait fait 2 ans auparavant au Commonwealth. Et puis il y a des gestes plus politiques, c'est-à-dire des gestes politiques globaux qui viennent du haut, qui sont des boycotts étatiques, tels que le boycott des 22 États africains en 1976. On en parle peu, moins que les boycotts de 80 et 84, mais pourtant on a 22 États africains qui, pour lutter contre l'apartheid, ont décidé de ne plus pas participer aux Jeux du Canada. Et donc c'est fondamental de comprendre ça. On a aussi des athlètes féminines britanniques qui, en 1928, refusent de participer aux Jeux Olympiques parce que, pour les femmes, toutes les compétitions ne sont pas ouvertes aux femmes. Et elles boycottent. Là, c'est un boycott de genre. Donc on a vraiment plein de gestes comme ça qui parcourent. Patrick a parlé pour 2024 de cet Afghan. Il y en a d'autres, hein, des athlètes afghans qui ont... Mais il y a aussi des athlètes algériens qui, lors de la cérémonie d'ouverture, ont jeté des fleurs dans la Seine. On en a très peu parlé. Sous le pont où on a jeté des Algériens, où la police française a jeté des Algériens au moment de la guerre d'Algérie, à l'eau. Philippe a du mal à poser une autre question, mais moi je voulais te compléter par rapport à ce que tu disais. On était 1976, le boycott des nations africaines par rapport à l'apartheid, et en 92 à Barcelone, on a des Ratutulu et Elena Meyer qui vont faire un tour d'honneur et qui vont être le symbole de cette fraternisation entre le peuple africain et cette sud-africaine après la libération de Nelson Mandela et l'abrogation de l'apartheid, qui est aussi très symbolique au niveau des Jeux Olympiques. En fait, l'idée, c'est de montrer que le sport, par des gestes, par des victoires, par des défaites aussi, parce que c'est une histoire, c'est une dramaturgie, hein. Quand on échoue, c'est un vrai drame, puisque c'est des sacrifices de sportifs. Eh bien, on peut appréhender la vie au jour le jour et de la grande histoire. Un dernier mot peut-être sur les déclinaisons. Vous avez des documents, on en voit à vos pieds. On va parler pour nos amis avant de leur annoncer une bonne nouvelle pour ceux qui veulent visiter l'expo. Alors ça, c'est l'œuvre de Sandrine, c'est donc le parcours pédagogique qui est destiné au collège, au lycée, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je voulais remercier aussi le réseau national des INSPE qui a contribué à compléter un peu notre maillon faible, qui était la présence pédagogique au niveau du premier degré, qui est disponible sur le site Casden Histoire Sport. Ça permet à nos collègues du premier degré d'aborder et d'utiliser l'exposition avec leurs élèves, cycle 2, cycle 3. Et on a complété cet outil pédagogique par un album qui est plutôt destiné donc aux élèves du cycle 2 et du cycle 3. Olympisme, une histoire en 30 dates, qui reprend les 30 portraits que nous avons faits. Et puis pour terminer, je voulais remercier Stéphanie Guias qui se trouve juste là au Guéridon, qui va vous permettre d'aller visiter donc l'exposition éponyme du catalogue que j'ai entre les mains, Olympisme, une histoire du monde. Vous avez le catalogue qui est là, 1200 photos, 60 écrivains auteurs. Je peux vous garantir que c'est pas facile à coordonner. Et Stéphanie Guias va avoir le plaisir de vous offrir des places gratuites pour aller visiter l'exposition au Palais de la Porte Dorée, au Musée national de l'histoire de l'immigration. On peut la saluer et la situer. Merci Stéphanie. Pour vos places, du fond de l'Arche, il faut vous rapprocher de la Seine. Et Stéphanie est tout près, à la sortie de l'Arche, sur le côté droit, quand vous marchez et que vous rentrez depuis le Philippe, je voulais juste compléter aussi tout ce qui fait partie, en gros, on posait la question du succès. Le succès de l'exposition, elle est aussi due au colloque annuel qu'on a tenu, et également à toutes les conférences que Sandrine, tous les co-commissaires de l'exposition et moi-même, nous avons pu tenir dans la France métropolitaine. Et je voulais insister particulièrement sur les territoires ultramarins, puisque l'exposition, elle est présente sur tout le territoire français, y compris à Wallis et Futuna, y compris en Polynésie française. C'était aussi ce sujet qu'on ne voulait absolument pas oublier, les territoires ultramarins qui sont très souvent une source importante de champions. Je pense qu'un certain Teddy Riner en est vraiment un des bons exemples. Il est déjà revenu, il a fait l'aller-retour jusqu'à saluer sa Guadeloupe et il sera là bien sûr pour les prochaines heures et la cérémonie de
clôture. Merci beaucoup à tous les deux pour ces infos. Bravo Merci à vous, pour Philippe. les mois passés et tous les encouragements pour ces visites dans ce programme où on prouve bien que l'olympisme, l'histoire et le sport font bon ménage. Ça a fait plaisir à Sandrine, notre historienne Voilà. du jour. Hein. Ne manquez pas l'exposition, elle est que jusqu'au 8 septembre. Vous allez pleurer si vous manquez cette épreuve. Eh bien, c'est bien annoncé. Merci beaucoup. Merci. L'après-midi se poursuit. On continue à vous souhaiter un bon appétit. Il y a des sites partout aujourd'hui. L'athlétisme en ce moment, la boxe, le cyclisme, l'escalade, le taekwondo. Je voudrais juste vous dire qu'à 16h30, il y a un France-Suède. Le handball féminin, les filles vont essayer de consoler les garçons et en tout cas de se qualifier pour la finale. Et puis il y a le basket France-Allemagne. Que dire du France-Allemagne pour aller affronter la Serbie ou les grands Américains du côté de la finale, c'est à 17h30. Donc vous avez tout au Petit Palais du Sport pour passer un bon début d'après-midi, vous rafraîchir, manger un petit bout, Sandrine et Patrick, vous l'avez bien mérité. Et le temps d'un générique, on va vous souhaiter encore une fois une très belle fin de journée de ce jeudi 8 août. À tout à l'heure.